L'Union européenne donne son feu vert au lancement des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie. La Hongrie n'a finalement pas utilisé son veto. Il n'y aura pas de paix en Ukraine tant que les objectifs russes ne sont pas atteints, a prévenu jeudi Vladimir Poutine. Parmi eux, la dénazification et la démilitarisation du territoire ukrainien. En Serbie, l'augmentation de la violence sera un des sujets déterminants des élections législatives de dimanche. L'opposition accuse le parti d'Aleksandar Vučić d'en être responsable. Simona Halep réfute toute accusation de dopage. L'interview complète à retrouver ce vendredi soir sur Euronews. C'est la surprise du sommet européen. Après des semaines de menaces d'un veto hongrois, les dirigeants de l'Union se sont entendus jeudi pour lancer les négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie. Les 27 ont aussi décidé d'accorder le statut de candidat à la Géorgie. And it shows the credibility of the European Union, the strength of the European Union. The decision is made. We open negotiations with Ukraine and with Moldova. We granted status to Georgia. Sur le réseau social X, anciennement Twitter, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué cette décision et assure dans son message que l'histoire est faite pour ceux qui ne se lassent pas de se battre pour la liberté. De son côté, la présidente de la Moldavie estime que son pays tourne une nouvelle page aujourd'hui avec le feu vert de l'Union européenne. Nous ressentons l'étreinte chaleureuse de l'Europe, assure-t-elle. Cette validation de l'Union, et ce dès la première journée du sommet, surprend car le Premier ministre hongrois a répété ces dernières semaines qu'il s'opposerait au lancement des pourparlers avec Kiev. Selon différentes sources, Viktor Orban aurait finalement quitté la pièce au moment du vote, laissant l'initiative à ses partenaires. Dans une vidéo sur les réseaux sociaux, le dirigeant hongrois indique que les 26 pays membres ont insisté pour que cette décision soit prise. La Hongrie a donc décidé que si ses partenaires devaient confirmer ce choix, ils devaient suivre leur propre voie. Budapest n'a pas voulu partager cette mauvaise décision, c'est pourquoi elle est restée à l'écart, explique-t-il. À Bruxelles, différents responsables politiques saluent cette annonce. Symbolically, it's very important because you need to send signals to Ukraine. It's about supplying, of course, material support to the country, but you need to give them political support. And that basically is a beacon of hope. And when you talk with Ukrainians, you know how important that is. Cette première étape franchie, le sommet européen se poursuit. Les 27 doivent maintenant négocier un soutien financier à long terme de l'Ukraine. Les dirigeants doivent aussi évoquer la politique migratoire et la situation au Proche-Orient. Vladimir Poutine prévient qu'il n'y aura pas de paix en Ukraine tant que ses objectifs ne sont pas atteints. Parmi eux, la dénazification et la démilitarisation du territoire ukrainien. Lors de sa conférence de presse annuelle, le président russe a assuré que Kiev n'avait rien accompli au cours de sa grande contre-offensive débutée l'été dernier. Les troupes russes améliorent leur position sur le front, a-t-il également affirmé. 617 000 soldats russes combattent actuellement en Ukraine, a révélé pour la première fois le chef d'État. Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали. Теперь вернемся к этим целям. Они не меняются. Я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе. Vladimir Poutine a qualifié la situation en Ukraine de tragédie similaire à une guerre civile. Il a par ailleurs parlé de catastrophe à Gaza. Le chef du Kremlin a toutefois affirmé que le niveau de destruction dans l'enclave palestinienne est incomparable à celui de l'Ukraine. La Serbie contre la violence. C'est ainsi que s'appelle la coalition formée par les libéraux et les Verts qui vont affronter le parti d'Aleksandar Vučić aux législatives anticipées ce dimanche. Ce nom fait directement allusion à la fusillade meurtrière qui a secoué la Serbie au printemps dernier. Selon l'opposition, le gouvernement serait responsable de cette banalisation de la violence dans la société serbe. Biramo da li će vladati mafija I partija ili red, zakon I ustav. L'opposition pro-européenne et de nombreux observateurs indépendants estiment qu'Aleksandar Vučić et son parti, les progressistes serbes, organisent ce scrutin pour solidifier leur pouvoir. Une tactique politique courante en Serbie depuis plusieurs années.
Od dolaska na vlast Srpske napredne stranke 2012. godine u Srbiji su održana 4 vanredna i 1 redovan izborni ciklus. Drugim rečima, umesto ustavom predviđenog mandata od 4 godine, Skupština i vlada u proseku su radile oko 2 godine i 4 meseca. Meni se čini da je više od protesta u maju i junu uticala u stvari kriza u Banjskoj, odnosno oni incidenti koji su se desili u Banjskoj. I to je neki način da Aleksandar Vučić spreči tako kritike po pitanju Kosova, time što će u stvari celu državu i celo društvo prebaciti u taj izborni mod i opozicija će se više baviti izborima i njegova stranka će se baviti izborima, međunarodna zajednica se neće previše tako mešati u taj proces i on će jednostavno na izborima očekivanom pobedom dobiti neki novi legitimitet, a stare krize će se zaboraviti. Le 30 septembre dernier, des paramilitaires serbes ont tendu une embuscade à une patrouille de la police kosovare au nord du Kosovo. Ce regain de tension a placé le président serbe sous les projecteurs de la communauté internationale. Mais le Kosovo n'est pas un sujet crucial dans ces élections, car l'indépendance de cet État reste encore un tabou. Les raids aériens de l'armée israélienne sur la bande de Gaza s'intensifient. Ce jeudi, très tôt dans la matinée, 19 Palestiniens ont été tués selon le ministère de la Santé du Hamas. Malgré les appels à un cessez-le-feu de la communauté internationale et en dépit des critiques venant de son allié américain, Benjamin Netanyahou ne compte pas changer de stratégie. אבל אני מזהה, ודאי אתם רואים את זה גם בחומר, תחילה של שבירה. תחילה של שבירה. אני רואה שם את ההתחלה של ההבנה שאנחנו נחושים להמשיך עד הסוף ולחסל את הגוף הזה. Le conflit entre Israël et le Hamas entre dans son 3e mois. Depuis le début de son offensive, l'armée israélienne annonce avoir perdu 115 soldats. Dans la bande de Gaza, sous siège total depuis le 9 octobre dernier, les conditions de vie s'aggravent pour les civils. 85% de la population gazaoui a été déplacée dans l'enclave qui compte près de 2,4 millions d'habitants. La ville de Rafah, située au sud de la bande de Gaza, est devenue un gigantesque camp de fortune. L'arrivée des pluies torrentielles et d'inondations dans les camps de déplacés ajoute encore plus de misère à la vie des civils palestiniens. Près de 18 600 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza, dont une majorité de femmes et d'enfants, selon le ministère de la Santé palestinien. L'ONG Save the Children tire la sonnette d'alarme. Les violations graves contre les enfants dans les zones de conflit armé ont augmenté de 13% en 2022, révèle son rapport annuel. Ces abus devraient encore s'accroître en 2023 à cause notamment du conflit au Soudan et de la crise humanitaire à Gaza, prévient l'ONG. 468 millions d'enfants, soit un enfant sur 6, vivaient dans des zones de conflit en 2022. Cette tendance a fortement augmenté au cours de la dernière décennie. Save the Children répertorie 6 violations graves contre les enfants en zone de conflit. Les meurtres et les mutilations, les violences sexuelles, les enlèvements, les attaques contre les écoles et les hôpitaux, ainsi que le refus de l'accès humanitaire aux enfants. Aussi, près de 28 000 violations graves ont été perpétrées contre des enfants en 2022. Parmi elles, plus de 8 600 cas de meurtres et de mutilations d'enfants ont été enregistrés. En 2022, les pires zones de conflit pour les enfants étaient la République démocratique du Congo, le Mali et Myanmar, selon le rapport. Ces chiffres sont cependant sous-estimés car de nombreux cas ne sont pas signalés, prévient l'ONG. Threads, l'application créée par Meta pour rivaliser avec X, anciennement Twitter, a été officiellement lancée jeudi en Europe. Elle intervient 6 mois après son déploiement aux États-Unis et dans d'autres régions du monde. Entre-temps, Meta a travaillé pour rendre son produit conforme à la protection des données et à d'autres réglementations européennes. L'entreprise de Mark Zuckerberg parie sur un effondrement des utilisateurs et des annonceurs de X depuis que la plateforme a été rachetée par Elon Musk. Plus de 100 millions d'utilisateurs ont rejoint Threads dès la semaine de son lancement en juillet. Une actrice au talent incontestable, mais aussi une contribuable. Isabelle Adjani a été condamnée par contumace jeudi à Paris pour fraude fiscale et blanchiment à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 250 000 € d'amende. Elle a été reconnue coupable de cette frauduleusement domiciliée au Portugal en 2016 et 2017, éludant ainsi 236 000 € d'impôt sur le revenu. La star primée du cinéma français a également été reconnue coupable de blanchiment pour avoir transféré via un compte non déclaré aux États-Unis 120 000 € vers le Portugal. Son avocat a annoncé qu'elle ferait appel.
Le monde s'est effondré sous ses pieds l'année dernière. Simona Halep est alors testée positive au roxadustat, une substance interdite. En septembre 2023, l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis annonce qu'un tribunal indépendant a condamné la joueuse à 4 ans de suspension pour la violation des règles antidopage. La double championne du Grand Chelem est bannie des cours jusqu'en 2026. L'ancienne numéro 1 mondiale espère cependant que cette décision sera bientôt annulée par le tribunal arbitral du sport. Son audience est fixée en février. It's very clear that it was a contamination. 3 days before the positive urine test, I was negative blood and urine. So I've been told at the beginning that it's extremely low quantity of this substance, banned substance, and in those 3 days I could not have doped. It was not my intention and never has been the intention to do something wrong or something disrespectful to this sport, because I have respected everything and I dedicated my life. My principles are not like this, so I didn't think to cheat in tennis. L'histoire prend un tournant le mois dernier. Son entraîneur de renom, Patrick Mouratoglou, l'admet après 1 an de silence. Son équipe technique est à blâmer pour avoir donné à Simona Halep une substance contaminée. La joueuse exprime son soulagement suite à cette révélation. Celle-ci pourrait en effet s'avérer cruciale pour son retour sur les cours. That's why you hire people, because you need information, you need to be better. So I always trusted this, and my trust is broken a little bit right now. And in the future, I don't know how it's going to be, if I can trust again, and probably I have to learn, because this is my principle in life. If you hire somebody and you work with that person, you have to trust. Regardez l'interview complète de Simona Halep sur Euronews à partir de 22h vendredi soir. For talking to me.